Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Dev Perso avec César. Je suis toujours là, bonjour tout le monde. Merci de votre accueil déjà pour le premier podcast qui a été pas mal téléchargé. Je voulais vous dire à ce propos que vous pouvez nous laisser des critiques, des messages et des commentaires pour qu'on sache ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et comment orienter les prochaines fois. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez proposer, on peut voir comment on peut intégrer ça à nos futurs popotes. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Et du coup, cet épisode-là va être vraiment dans le droit fil du précédent. Le précédent parlait du mois ombre. Alors, si vous l'avez pas écouté, écoutez-le. Et on concluait en vous disant, voilà, les parties négatives de vous-même, la solution, c'est pas du tout de vous battre avec, c'est de les rencontrer, d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et on vous parlait de prendre le thé avec elles. Et du coup, comme c'est un moment pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand on va prendre ce thé, l'épisode d'aujourd'hui, il est vraiment consacré à 100% à comment vous faites ça. Il faut savoir qu'on a réfléchi à faire un prolongement de cette première émission, mais pour autant, le contenu de cette seconde va être bien différent dans les thématiques qu'on a choisies. Alors déjà, cette fois-ci, on va s'appuyer principalement que sur 2 œuvres et pas 3. Donc ça va être plus concentré. On va vous parler de Nausicaa de Miyazaki, la BD ou le film, parce que le film est une adaptation très fidèle des 2 premiers tomes du manga. Et César va nous parler de Dune. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens assez frappants entre les 2 œuvres, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors donc, prendre le thé avec ces démons, concrètement, ça ressemble à quoi ? En fait, ça veut dire prendre le temps d'être avec les émotions qu'on vit quand nos cordes sensibles se font déclencher. Parce que le Négascot ou la Négacora, ils viennent pas tout seuls, ils sont pas là en permanence en fait. Ils sont là quand il se passe quelque chose qui nous met en alerte. Et la première chose qui va se déclencher, c'est l'émotion. La pensée, elle vient après, elle vient avec un recul de quelques microsecondes. Mais dans un premier temps, c'est la gorge nouée, les jambes en coton, la boule au ventre qui vont arriver. Et notre bête réflexe classique d'humain, c'est de se dire « Non, j'ai pas envie de sentir ça !» Et encore, t'es gentil quand tu parles de microsecondes, parce que moi, j'aurais parlé de minimum d'heures, si c'est pas de jours, pour pas dire semaine. Ah oui, non. Alors d'accord, alors peut-être que tout le monde n'est pas comme moi et n'a pas fait du développement personnel sa mission. Mais oui, moi, en général, les pensées, elles sont juste derrière l'émotion, mais je pense qu'on... Mais il faut du recul pour ça. Non, quand je voulais parler de pensée, je voulais pas parler de prendre du recul, mais plutôt de... D'abord, on a la boule au ventre, et ensuite, on pense « mais cette personne est un con !» C'est ce type de pensée. D'accord, c'est pas tout de suite la synthèse beaucoup plus sage que tu te fais bien après coup. Non, là, on parlait vraiment des pensées auto-sabotantes. Les pensées... tout le monde me déteste, de toute façon je réussirai jamais, ce genre de choses. Ça se déclenche très très vite, mais ça se déclenche après l'émotion. Et une fois que l'émotion est lancée, si on cherche à la couper, à la bloquer, à la refouler, en général on le fait avec des pensées. Parce qu'on pense que juger les autres ou se juger soi-même, ça va nous permettre d'éteindre le feu de ce qu'on ressent en fait dans nos tripes. Et scoop, ça ne marche absolument pas. Donc, c'est là les moments où il faut inviter nos démons pour prendre le thé. C'est-à-dire les émotions. Et là, je vais vous parler d'une référence de bouquin de développement personnel que je conseille vraiment à tout le monde. C'est un livre qui s'appelle « The Universe Has Your Back » de Gabrielle Bernstein. Elle consacre un chapitre de son bouquin à la guérison par les émotions. Et elle nous explique les émotions sont faites pour être senties. Une émotion, en fait, c'est un fil d'Ariane. C'est un petit peu comme, vous voyez les mâts des pompiers, quand il y a un incendie et qu'ils doivent descendre de leur caverne, ils glissent le long d'un mât pour rejoindre leur camion pour aller éteindre le feu. C'est connu comme des parts de pool dance pour beaucoup de gens aussi. Voilà, je vais rigoler bêtement devant mon micro pendant 30 secondes, on est tous foutus. Je couperai. L'émotion, en fait, elle fait le lien avec la cause du problème. Qu'est-ce qui déclenche votre émotion et vous-même pour que vous puissiez mettre votre conscience dedans et par le même mouvement, mettre de l'énergie dedans.
et on nettoie, on efface, on libère, on transmute, appelez ça comme vous voulez, la cause du problème, quand on est capable de rester avec l'émotion. Et ça, c'est notre gros problème. C'est que faire ça, c'est ce qu'il faut. Ça marche très bien. Ça peut être très rapide, mais c'est super désagréable. Et donc, en général, on ne le fait pas. On ne le fait juste pas. Et du coup, si, quand tu m'as dit que très tôt, en fait, avant même, si je me souviens bien, quand on a commencé à projeter ce podcast et à essayer de savoir ce qu'on allait en faire, je crois que le sujet de cette émission-là était venu même avant ceux qu'on a évoqués dans le premier épisode. Ah, je me souviens plus, c'est possible. Parce que tu avais très tôt cette histoire de parallèle avec, cette illustration de Nausicaa pour parler justement du sujet de cet épisode qui s'appelle La forêt empoisonnée. La forêt empoisonnée. Voilà, j'ai bien révisé. Mais César a peut-être raison. Moi, j'ai tendance à avoir des idées géniales que j'oublie aussi sec. Donc celle-là en était peut-être une. Ouais, en fait, je compare l'émotion qu'il faut traverser pour passer de l'autre côté au Fukai dans Nausicaa. Je vais vous faire un parallèle entre les deux en faisant une espèce de ping-pong constant entre le contenu de développement personnel et l'œuvre. Donc, si vous n'avez pas vu ou lu Nausicaa, c'était à l'origine un manga de Miyazaki qu'il a adapté en film. Et c'est l'histoire d'un monde post-apocalyptique où la Terre a été dévastée par une guerre chimique, bactériologique, et la majeure partie de la planète est recouverte par une espèce de forêt empoisonnée qui est faite de moisissures, bactéries, champignons géants aussi grands que les arbres d'une forêt tropicale. Et cette forêt, ça s'appelle le Fukai. Et elle est habitée par des insectes géants qui font la taille d'avions ou d'hélicoptères, qui sont très très agressifs et qui répandent la forêt en répandant ces spores. Et l'air est irrespirable dans la forêt. Quand on passe au-dessus en avion, il faut passer vraiment à haute altitude parce que l'air est empoisonné. Ce qui est d'ailleurs le seul moyen de voyage sûr, parce que l'héroïne a son petit aéroplane et elle vole en très très haute altitude pour rejoindre un point A à un point B. On peut pas passer à pied, effectivement, parce que la forêt est un danger. Elle est remplie d'insectes géants qui attaquent les humains. On sait d'ailleurs pas trop pourquoi. Et l'héroïne s'appelle Nausicaa. C'est la fille du souverain de la vallée du vent. D'ailleurs, le sous-titre du film, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et cette fille, contrairement à tout le monde sur cette planète qui est encore en guerre et où les gens ont toujours pas compris que c'est pas en se battant qu'on survit, elle, c'est la première qui s'intéresse vraiment à la vie de la forêt, à son écosystème. Et contrairement à tout le monde, elle fait preuve d'une grande compassion envers les différents opposants de la guerre. Elle se range pas du côté de qui que ce soit. Et elle se range pas non plus forcément du côté des humains. Elle tient à ce qu'on respecte la forêt et à ce qu'on respecte les insectes géants qui vivent dedans. Donc elle se pose beaucoup plus de questions que les Pékins lambda qu'on voit dans le film, quoi. Oui, c'est ça. Pour eux, la forêt, c'est juste une ennemie. Pour eux, c'est une nuisance. Elle se répand. Elle est maléfique. Elle est toxique. Personne ne veut y foutre les pieds. Et elle, en fait, elle s'y promène un petit peu. Elle va ramasser des carapaces d'omus. Alors, les omus, c'est des insectes géants qui ressemblent un peu à des gros coléoptères, des gros scarabées avec des yeux sur la carapace. Et elle s'aperçoit que les omus sont tout à fait gentils. Donc, elle est assez différente parce qu'elle aborde cette forêt empoisonnée sans jugement. Et déjà, ça, c'est une chose qui m'avait marquée, c'est que nos émotions, en général, on les juge. On se dit, oh là là, je suis jaloux, je suis une mauvaise personne, j'ai peur, je suis un trouillard. Et du coup, nos émotions, on les rejette, on les refoule, et on ne veut pas y foutre les pieds. Et dans Nausicaa, il y a un moment où il y a une poursuite en avion entre deux parties ennemies au-dessus du Fukai. Elle rentre dedans pour aller aider un garçon qui s'appelle Asbel, qui est le prince héritier d'une cité qui vient d'être détruite. Et il est assoiffé de vengeance, il essaie d'éliminer autant de soldats du peuple Tolmec, qui sont ceux qui ont rasé sa cité, autant qu'il peut.
Et quand ils tombent dans le Fukai, les insectes arrivent sur eux, sur Nausicaa et sur lui. Et lui, son premier réflexe, c'est de se battre contre ces insectes. Et elle essaye de le calmer, elle essaye d'empêcher qu'il fasse ça. Mais il tombe et le masque à oxygène de Nausicaa est arraché pendant la chute. Et ils passent tous les deux à travers le Fukai, depuis la cime des arbres jusqu'à leurs racines. Oui, parce que jusqu'à présent, ils n'allaient pas aussi profondément, par contre, c'est ça? Oui, ils restaient, on pourrait dire, au niveau du sol, là où les quelques personnes qui s'aventurent dans le Fukai vont. Et là, en fait, ils tombent à travers. Et Asbel pense que Nausicaa va mourir, puisqu'elle a plus son masque, donc elle a respiré l'air toxique du Fukai. Et quand on tourne la page, on voit que Nausicaa se réveille et qu'elle est vivante, et qu'ils sont dans une partie sous le Fukai, où l'air est respirable, le sol est propre, et il y a de l'eau potable qui coule. Et ils sont complètement stupéfiés, ils se disent, mais... Comment c'est juste possible? Comment c'est possible? Le Fukai, tout le monde sait que c'est empoisonné, tout le monde sait que c'est lui, la forêt, le Fukai, qui rend l'air irrespirable. Et nous, là, on est passé de l'autre côté, et on voit que c'est pas le cas. Et à ce moment-là, Nausicaa lui dit, mais en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai soupçonné depuis longtemps. Elle a récolté des petits échantillons de spores du Fukai et elle les a fait pousser dans une pièce secrète de son palais dans la vallée du vent, en les arrosant avec de l'eau propre et en les faisant pousser dans du sable propre. Et elle a remarqué que le Fukai, quand on le plante dans une terre saine, il dégage pas de gaz toxiques. Et pour elle, c'est une révélation de le voir en grand, parce qu'elle se dit, le Fukai, en fait, il n'est pas du tout là comme une pollution de la terre. Il nettoie la terre, il assainit la terre, il fixe tous les produits toxiques qu'il y a dans le sol, dans les troncs des arbres, et quand une portion de sol est nettoyée, les arbres meurent, se pétrifient et deviennent du sable propre qui est cultivable. Et en fait, le Fukai, c'est la réponse de la terre à la folie des hommes, c'est de nettoyer. Et nos émotions, en fait, c'est la même chose. Et la plupart du temps, on ne le sait pas, parce que quand on est dedans, ça nous fait chier, ni plus ni moins. Et c'était ça qui, je crois, m'a donné l'idée de faire Dev Perso, c'est que je voulais absolument parler de ce sujet. Les émotions, c'est comme le Fukai, il faut les traverser, et on ne peut pas traverser le Fukai en restant indemne si on le juge. Parce que si on juge que le Fukai est dangereux, quand un insecte se présente, on va essayer de se battre avec pour se, entre guillemets, protéger, sauf que c'est pas du tout une protection. Les insectes, ils sont plus forts, et si on les met en colère, c'est clairement nous qui avons perdu. Nos émotions, en fait, c'est pareil. Elles sont là pour nous rendre service, puisqu'elles sont là pour nous guider à la cause du problème. Et quand la cause, elle est en train d'être nettoyée par notre énergie, l'énergie qu'on met à être présent à notre émotion, on fait une prise de conscience, l'émotion s'arrête toute seule, mais c'est pas une mise en pause, quoi. C'est pas un bouton pause, c'est un nettoyage qui est définitif. Et là, il se passe ce que j'ai un petit peu expliqué dans l'épisode 1 de Dev Perso, c'est que cette partie de nous-mêmes qui nous attaquait sans relâche, là, on la réintègre. Et elle devient une partie saine de nous-mêmes, comme une partie de terre qui aurait été nettoyée par le Fukai. Si je te comprends bien, en gros, il faut arrêter de se confronter à cette émotion, mais plutôt être en état de résilience pour, dans un second temps, tenter de l'accepter. Alors oui, mais tenter, c'est un petit peu comme dirait Yoda, fais-le ou le fais pas, mais il n'y a pas d'essai en fait. Oui, se battre contre les émotions, ça sert à rien, parce que l'émotion, on peut la stopper. Par exemple, quand on se change les idées, entre guillemets, je vais boire un verre, je m'allume un jeu vidéo, ou alors je décide que la personne qui m'énerve est un con, j'ai fait un bon jugement, du coup je me sens dans mon bon droit, j'ai l'impression d'être supérieure et mon émotion elle se calme. Ça en fait c'est juste mettre le bouton pause. Mais dès qu'on rappuie sur le bouton, la chanson elle repart. Traverser le Fukai consciemment, en état de résilience, ça veut dire que l'émotion, on va la sentir. Et pour faire cette traversée du désert, ou pas du désert, ou de la forêt, c'est très, 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 très difficile. Donc, je ne suis pas en train de vous raconter, vous allez faire ça les doigts dans le nez. Non, vous allez faire ça en pleurant votre mère. En fait, c'est la seule façon de le faire. Vous pouvez pas le faire haut la main, parce que si vous le faites haut la main, c'est que vous n'êtes pas en ouverture.
vous n'êtes pas en vulnérabilité et que vous n'êtes donc pas complètement en train de sentir. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement normal d'être dans les choux quand on fait ça. Personne, même pas les yogis, même pas Gabrielle Bernstein, ou même pas moi-même qui suis coach depuis quelques années maintenant, même pas nous, on ne le fait sans sourciller. Non, on le fait en suant beaucoup, et c'est vraiment un moment difficile pour tout le monde, et c'est normal. Alors concrètement, comment on fait ? Comment on fait pour traverser le focail ? Déjà, on a la capacité d'accorder toute notre attention à quelque chose. Vous l'avez probablement déjà vécu dans votre vie quand vous êtes en ce qu'on appelle en état de flow, quand on écoute une chanson qu'on trouve super planante et qu'on s'abandonne complètement à la musique, quand on fait un sport ou une activité qui nous plaît, tout le monde extérieur disparaît et on est vraiment que là-dessus. Mais il faut se mettre un petit peu dans cet état d'esprit-là, mais centré sur notre émotion. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de se focaliser sur le ressenti de notre corps. Parce que le corps, il juge pas. C'est le mental qui s'occupe de juger. Ça veut dire que votre nœud dans la gorge, votre boule au ventre, vous allez vous mettre dedans. Vous allez placer votre attention, placer votre conscience dedans. Ouais, j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que autant s'allonger pour écouter le morceau tripant, c'est fun, autant l'introspection telle que tu l'as décrit, ça doit être moins funky. C'est désagréable, mais dès l'instant, alors là je vous le promets, parce que c'est testé et approuvé par mes clients de coaching, c'est testé et approuvé par d'autres gens avec qui j'en ai discuté. À l'instant même où vous avez focalisé la totalité de votre attention sur vraiment votre ressenti physique, la souffrance mentale, elle s'arrête. Ou en tout cas, elle baisse de volume vraiment très très fort. Les émotions, en fait, elles ne s'agitent que quand on ne veut pas leur prêter attention. C'est ce qu'on vous disait dans l'épisode 1. Donc vraiment, vous vous focalisez sur votre corps. Et la partie difficile, c'est que votre mental, il va essayer de reprendre votre attention. Il va essayer de vous dire à nouveau « Ah oui, mais telle personne en face qui a fait tel truc, c'est qu'un con, et puis il y a telle injustice qui doit être résolue. » Et en fait, le mental essaye de nous rendre service, mais il s'y prend comme un pied. Et quand il vole l'attention qu'on est en train d'accorder à nos émotions, il sabote le travail de nettoyage qu'on est en train de faire. Donc il faut vraiment débrancher notre cerveau et faire confiance aux capacités de notre corps et de notre énergie de traverser le foucail. Donc, soyez dans votre corps, détendez-vous, n'oubliez pas de respirer. Ça, c'est une phrase que me disait mon premier prof d'escrime. Enfin, il me le disait à moi, il le disait à tous les petits escrimeurs qui étaient en train de se taper dessus jusqu'à l'asphyxie. Il disait, au fait, n'oubliez pas de respirer. C'est un vrai bon conseil. Parce que se focaliser sur sa respiration, c'est un moyen de se focaliser sur son corps. C'est pratiquement de l'auto-hypnose ou de la pleine conscience. Hein. Ça peut avoir l'air ésotérique, en fait, ça l'est pas du tout. On a la capacité de le faire et c'est pas réservé aux élus. Et on fait ça comment ? On regarde son mur et on se concentre sur sa respiration ou... Non, l'important c'est... Enfin, j'ai pas de mots plus détaillés, c'est de se mettre dans son corps. La boule au ventre, en fait, c'est un point de focalisation... vachement net. Quand on se brûle la main, par exemple, avec notre langue avec notre tasse de café, et qu'on dit « Oh, j'ai mal !» on sait très bien se focaliser sur la douleur qu'il y a dans notre bouche. Et bien là, on fait pareil. D'accord. Tout bêtement. Là où votre corps est contracté, là où ça gêne, là où c'est désagréable, c'est là que vous devez mettre votre conscience. Et quand vous mettez votre conscience dans un endroit, votre énergie, elle afflue. La sensation de douleur... c'est pas exactement qu'elle baisse, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus chaviré par elle. On devient stable, en fait. On devient plus grand que la douleur. On devient une espèce de contenant super grand où il y a de la douleur dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de la lucidité. Il y a du courage. Il y a de la force. C'est ça, hein. Là où il y a de l'énergie, il y a de la force. Donc, en allant dans la partie de votre corps qui est vraiment la plus inconfortable, là, vous laissez votre émotion s'exprimer et, promis, juré, en pas très très longtemps, elle va se calmer. Donc, j'ai l'impression qu'en gros, c'est un gros gloubi-boulga, mais que c'est bien comme ça, en fait. Oui. Tout comme le foucail, c'est quand même un gros gloubi-boulga, ça a l'air pollué, c'est asphyxiant, c'est rempli d'insectes qui ont l'air de vouloir qu'une chose, c'est de vous bouffer. Mais en fait, le foucail, il nettoie la terre. Donc oui, bien sûr, c'est positif. Les émotions qu'on a l'habitude d'appeler des émotions négatives, en fait, il n'y a pas d'émotion qui ait un effet réellement négatif sur nous-mêmes. Elles servent toutes, sans exception,
à nous nettoyer, à faire qu'on veuille bien mettre notre énergie dessus, notre attention, pour que la cause du problème, et les causes, c'est des croyances qu'on a. Une croyance, par exemple, c'est de toute façon, je serai jamais aimé, ou de toute façon, l'injustice fait partie de la vie. Ça, c'est des trucs faux, mais auxquels on croit. Et ça nous cause de l'émotion. Donc, on est un système bien fait qui a son propre système immunitaire, finalement. C'est ça. L'émotion, en fait, c'est un peu les globules blancs de la pensée. C'est ceux qui vont essayer de venir éliminer l'ennemi. Et l'ennemi, c'est les croyances autosabotantes. Donc, oui, c'est difficile. Mais dès l'instant où l'émotion, elle est vécue, où elle est acceptée, elle va se résorber d'elle-même, toute seule, et elle va aussi résorber le problème. Mais il faut traverser. Et ça pique. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc, quand vous allez dans des moments difficiles comme ça, dites-vous que vous n'êtes pas le premier. Vous serez bien sûr pas le dernier. Et que dans la pop culture, on en parle. Si vous avez écouté l'épisode 1 de Dev Perso, repensez à Korra, repensez à Nausicaa pendant qu'elle traverse son Fukai. Et oui, les plus grands héros, ils ont chi pareil que vous. Promis, juré. Et on a trouvé dans la pop culture une autre œuvre qui fait un petit peu penser à ça. Et c'est César qui va vous en parler parce que Dune, c'est un livre que moi, j'ai pas lu. Alors que lui, il a lu, et apparemment, t'étais plutôt fan à une époque de Dune. Oui, je le suis toujours. Je l'ai relu quelques fois. Dune, je pense que c'est un des space opéras les plus marquants qu'il puisse y avoir sous forme littéraire. Sous forme filmique, on en parlera en fin d'émission, il y a quelques conseils à donner. Mais en fait, si je me rappelle bien, c'est Yann et Rafik qui nous ont conseillé ça quand on se demandait si on pouvait pas trouver une deuxième œuvre pour expliciter un peu ton propos de cet épisode. Ah oui, alors c'est le petit intermède réseaux sociaux. Quand on cherchait une deuxième œuvre pour ce podcast, on a interpellé les gens sur Facebook, mon Facebook personnel. Et il y a 2 personnes qui ont levé le doigt pour proposer Dune. Donc merci Yann et Rafik, parce qu'il s'avérait que ça, c'est sans être un exemple qui permet de dire ça illustre ton propos mais de manière différente, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est plus une extension de Nausicaa, et en faisant nos petites recherches, je m'en étais jamais rendu compte, parce que Nausicaa est pas mon Ghibli préféré, et évidemment maintenant un revisionnage s'impose, mais il semblerait que Miyazaki se soit pas mal inspiré du roman de Herbert. Et on sait qu'il est lui-même très intéressé par la culture littéraire états-unienne, et surtout quand elle frôle avec la fantasy, la SF. Et en l'occurrence, dans Dune, je ne vais pas refaire le pitch, les gens iront voir la page Wikipédia. Mais, oui, Dune est assez célèbre pour que là, on ne vous fasse pas le pitch, débrouillez-vous. mais la figure la plus marquante, déjà visuellement, parce qu'il y a pas mal d'illustrations de cette figure, justement, c'est le ver des sables. Et en fait, moi je trouve qu'il y avait un lien assez direct avec Nausicaa. Alors le Fukai, c'est la forêt, et c'est pas seulement les grosses bébêtes comme moi je le croyais. Dans mon souvenir, les Fukai, c'était les espèces de gros scarabées immenses là qu'on voit. Alors ça, c'est des omus. C'est ça, les omus, voilà. Ces bestioles-là s'appellent des omus. Le Fukai, c'est vraiment la forêt. Et en fait, le ver des sables, quand le lecteur initie le roman, qui s'installe sur Arrakis et qu'il suit Paul Atreides dans sa quête de l'administration de la planète avec sa famille, on voit ça comme une catastrophe naturelle, on voit ça comme quelque chose de forcément négatif sur lequel on ne peut pas lutter parce que c'est constant sur la planète. Et au fur et à mesure du récit, quand Paul, dans la seconde partie, quand Paul est contraint de fuir le complot que les Harkonnen et l'empereur ont mis en place, il se réfugie chez les Fremen, donc le peuple libre de Dune. Et les Fremen lui font voir la vie d'un autre œil. Je pense que c'est eux qui lui apprennent qu'en fait, que l'épice, qui est un peu l'équivalent du pétrole dans ce monde-là, c'est une ressource qui permet beaucoup de choses, d'avoir un état de préscience,
aussi bien pour les plein d'ordres différents qu'il y a dans la galaxie, mais notamment pour la caste la caste des voyageurs spatiaux. Sans l'épice, c'est totalement impossible. Et ça fait de cette substance l'or de la guerre à une échelle galactique. Et ce qui était considéré comme une simple ressource par Paul au début de la saga, sans que ce soit sans qu'il ait un œil purement capitaliste là-dessus, c'est-à-dire qu'il savait l'importance symbolique et politique de l'épice, mais les Fremen lui enseignent que l'épice est une sécrétion des vers des sables. Et ils lui font comprendre que les vers des sables, c'est le point central de l'écologie de Dune. Parce que les vers des sables donc, sécrètent l'épice qui sert, comment dire ensuite, à plein d'autres choses que j'ai citées juste avant. Et il leur dit, les Fremen lui annoncent également, mais les vers des sables, ou Shai-Hulud comme il l'appelle, parce qu'il y a une espèce de mythologie qui s'est mise en place au fur et à mesure des siècles, ils respectent la figure du ver des sables comme quelque chose qui appartient au cycle de leur vie. Hein. C'est leur écosystème qui dépend de ces grosses bébêtes qui font 400 mètres de longueur et qui sont un danger pour eux compris. C'est-à-dire que dès que tu marches dans le désert, tu marches à un rythme qui fait que ça attire les vers et donc que ça absorbe tout sur 1 kilomètre à la ronde. Mais malgré le fait que ça représente un gros danger, ils respectent cette entité et l'ont en quelque sorte canonisé dans leur conception de la vie et ont une manière d'aborder justement la coexistence avec ces grosses bébêtes qui est tout simplement plus saine que ce qu'on pouvait imaginer en tant que lecteur et en tant que suiveur de Paul Atreides dans le récit. Par exemple, il s'en sert comme moyen de transport. Une fois qu'il l'appelle en utilisant le dispositif qui en gros engendre un rythme qui appâte le ver des sables, avec des crochets, on saisit les anneaux et on monte sur le ver des sables et on peut se déplacer avec lui. Donc en fait, ça en fait quelque chose de très naturel et de pas du tout malsain comme on pouvait le supposer en débutant le récit. Et c'est en ça que ça rejoint, j'ai l'impression, le Fukai, parce que du coup, on fait face à quelque chose qu'on détermine comme forcément négatif, c'est-à-dire qu'on se pose pas la question, grosse bébête, donc c'est pas bien. Et en fait, il s'avère que ce truc-là permet non seulement au peuple local de vivre, mais à toute la galaxie dans son intégralité, de connaître de profiter de la vie telle que le peuple l'entend. Donc j'ai trouvé le schéma assez intéressant et le lien plutôt frappant. Oui, ce que je trouve qui est génial, c'est que le ver des sables, on ne peut pas le contrôler, mais en fait, on ne doit pas le contrôler. Il n'est pas fait pour être contrôlé, de même que vos émotions, elles ne sont pas faites pour être contrôlées. Les émotions, elles sont faites pour être vécues. Et le ver des sables, il maintient Dune en vie. Donc c'est pas un chien savant qui fait des petites roulades et qui fait le beau à volonté. Lui, quelque part, il est l'instrument d'une écologie qui sait où elle va, enfin une écologie, un écosystème plutôt, d'un écosystème qui fonctionne très 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 bien et qu'il ne faut pas venir perturber avec des intentions mercantiles. Les émotions c'est pareil, quand vous voulez les booster, que vous cherchez un speed dans je sais pas quelle activité ou je sais pas quelle drogue, comme le chocolat par exemple, ce truc dark, et bref, j'en parlerai pas. Un autre épisode. Un autre épisode sur le chocolat. Mais voilà, que vous vouliez les booster ou que vous vouliez les faire taire, dans les deux cas, en fait, on fiche la pagaille dans notre écosystème interne. Donc, si vous voulez comparer vos émotions à des vers des sables, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous qu'ils sont positifs et qu'ils sont indispensables à votre vie. Donc, respectez-les. Je me permets de dire que j'ai simplifié un peu le propos parce que sinon la vie d'un ver des sables commence de manière un peu spéciale. Il y a les histoires de tweets, d'eau et tout ça, mais j'ai fait la version courte pour aller droit au propos. Oui, en fait, les œuvres sur lesquelles on se base, c'est surtout parce qu'elles nous ont parlé à nous d'une certaine manière. C'est vraiment notre angle de vue. On pense pas du tout que ni Miyazaki ni Frank Herbert avaient voulu dire ça. Mais on veut. Il nous donne des munitions, donc on lève un verre
Enfin, à la mémoire de l'un et à la santé de l'autre. Il y a une autre petite chose dans Dune qui nous interpelle à propos des émotions, mais là plus particulièrement de la peur et de la notion de passer à travers. C'est la litanie Bene Gesserit que récite Paul Atreides. Ouais, c'est une épreuve qui passe au tout début du roman, donc on spoile pas grand-chose, mais en gros, les Bene Gesserit, c'est un ordre justement qui est là pour diriger la galaxie, on va présenter les choses de cette manière, et il doit suivre une épreuve par l'une des reines-mères, je sais plus quel est le terme, il doit mettre sa main dans sa boîte et il sait que ce qui se passe dans la boîte, c'est un peu comme le chat de Schrödinger. En fait, est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? En fait, il sait qu'il va ressentir une profonde douleur, une brûlure assez intense qui menace même de faire cramer intégralement sa main, mais il sait quand même que cette douleur est factice. Pour essayer de passer cette épreuve, il se cite la litanie de la peur qui est « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. » Et quand tu lis ça, tu dis putain, c'est totalement approprié au sujet de cet épisode. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se récitent vraiment la litanie de la peur des Bene Gesserit quand ils vivent une grosse émotion. Et moi, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle nous rappelle qu'on passe à travers. Paul, il a été obligé de la ressentir, la douleur. Donc, on vous parle toujours pas d'y échapper, de la refouler. Non, il s'y abandonne entièrement, mais il sait qu'il y a un début et une fin et qu'il va aller de l'autre côté. Et de l'autre côté de la peur, il y a la guérison. Il y a la fusion entre Scott et le néga Scott, entre Cora et la néga Cora, et quand on se retourne, il n'y a plus que moi. Voilà. Il n'y a plus le double maléfique dont on vous parlait à l'épisode 1, et la boucle est bouclée. Donc la difficulté, c'est d'accepter de traverser. C'est un peu comme la mission, Gabriel Bernstein appelle ça a universal assignment, une mission donnée par l'univers. Tant qu'on refuse la mission, tant qu'on refuse de mettre la main dans la boîte, tant qu'on refuse d'aller dans le Foucaï, tant qu'on refuse de monter sur le verre des sables, l'émotion, elle revient. Donc, autant y aller une bonne fois pour toutes. C'est une quête, vous êtes un héros, et c'est parce que vous allez vous sentir complètement ouvert et complètement vulnérable que vous allez réussir. Donc vous avez le droit de prendre vos petits coussins, votre tasse de chocolat chaud, votre peluche préférée, votre chat, votre petite sœur, votre copain-copine, et de pleurer un grand coup. Si ça vous aide, prenez tout ce que vous avez besoin pour traverser ce Foucaï. Mais juste, allez-y. La seule chose qui est requise pour le succès, c'est de prendre le chemin. C'est tout. Et je crois que là, tu as parfaitement conclu et synthétisé le sujet de cet épisode. Hein. Je pense qu'on va pas aller plus loin. C'est ça, on va pas aller plus loin dans le podcast, mais si vous voulez des explications de vive voix, de l'accompagnement pour aller traverser votre Foucaï personnel, comme d'habitude, vous savez où me trouver. www.rayon.net pour mon site de coaching. On trouve aussi sur Facebook et Twitter. Et on va maintenant vous rappeler les œuvres qui ont été citées pour que vous puissiez voir les films, lire les bouquins. Alors vous avez donc Nausicaa de la Vallée du Vent, le manga est édité chez Glénat et le Blu-ray se trouve en magasin. DVD Blu-ray dans la collection Ghibli. Voilà, c'était pas une production Ghibli à l'origine, mais ça l'est devenu par la suite. Moi, ce qui m'épatait, c'est qu'il y a 7 tomes du manga Nausicaa, j'en étais absolument pas convaincu. Le film, en fait, ne parle que des 2 premiers tomes du manga qui est en 7 volumes. Et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on voit dans le film. Donc, c'est vraiment une lecture intéressante. Et c'est une claque graphique hallucinante, quoi. C'est un livre très dur, mais très beau. J'ai feuilleté pour la première fois, je pense, le manga avant qu'on l'enregistre, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi détaillé. On voit la patte de Miyazaki. Donc ouais, je vais sans doute me plonger dessus. Après, s'il y a des gens qui ne veulent pas passer, parce que c'est des gros fascicules aussi, le film explicite très bien le sujet de cet épisode et suffit pour comprendre là où on voulait en venir, pour illustrer ce qu'on voulait faire.
Et l'autre référence, c'est Dune. Donc, je vous invite à lire l'ouvrage de Frank Herbert avant tout. En termes d'adaptation, il y a le film de Lynch qui est controversé, que moi j'aime bien pour des raisons esthétiques et des raisons lynchiennes. Mais si quelqu'un veut se taper autre chose comme adaptation en attendant le film de Denis Villeneuve pour 2019 ou 2020, je ne sais pas quand, il y a une mini-série qui a été réalisée il y a facilement 10 ans. Qui fait un peu cheap parce que c'était une production du câble américain, ça devait être Sci-Fi, un truc du genre. Et c'est une mini-série en 4 épisodes avec un casting plutôt sympa, avec notamment William Hurt dedans. Sinon pas des gens bien connus, mais des gens bons. Et c'est 4 épisodes, comme je l'ai dit, ça se trouve en DVD, certainement en Blu-ray. Le seul vrai problème, c'est que les scènes d'extérieur sont en fait faites en intérieur, ce qui est un peu dommage pour du désert. Mais Ça sinon, se voit. mais sinon, c'est très 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 proche, ou du moins beaucoup plus que celle de Lynch, du roman de Herbert à l'origine. Et ben voilà, c'est la fin. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous, on vous prépare un épisode 3 qui devrait sortir. On s'était dit tous les 2 mois, c'est pas mal. Donc vous l'aurez début juin. Et on va Peut-être on va avant. plancher sur le sujet. Salut à tous! Allez, gros bisous!